Levée des sanctions en vigueur contre l'Érythrée. La décision a été prise à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU. De l'urine humaine pour fabriquer des briques, c'est la dernière trouvaille de scientifiques sud-africains. Puis, situation sociopolitique et économique au Bénin, les Béninois vivant au Nigeria se prononcent dans cette édition. Ravi de vous savoir nombreux. Rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé la levée des sanctions en vigueur contre l'Érythrée depuis 2009. Cette annonce fait suite à un accord de paix historique avec l'Éthiopie et un réchauffement de ses relations avec Djibouti qui laisse augurer de changements positifs dans la Corne de l'Afrique. Voici les images. L'accord de paix avec l'Éthiopie ou encore le réchauffement de ses relations avec Djibouti, l'Érythrée a supposé des actes qui font miroiter des changements positifs dans la Corne de l'Afrique. Ces récentes actions menées par le pays ont amené l'ONU à lever les sanctions en vigueur contre l'Érythrée depuis 2009. Une résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies et élaborée par la Grande-Bretagne. Elle prévoit la levée de l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et les autres sanctions visant l'Érythrée. Les Érythréens ne regarderont pas en arrière et n'auront pas de rancune, tout en gardant à l'esprit les leçons historiques des 2 dernières décennies. Ils sont déterminés à créer une nation pacifique et prospère, digne des sacrifices consentis depuis plus de 7 décennies pour bâtir un pays harmonieux, pacifique et confiant. Nous adoptons cette résolution aujourd'hui à un moment où un événement historique majeur se déroule dans la Corne de l'Afrique. L'avancée résultant du rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée a déjà des conséquences positives sans précédent et d'une portée considérable. Elle modifie considérablement le paysage politique de la Corne de l'Afrique et au-delà. Pour la petite histoire, l'Érythrée est depuis 2009 sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. En Guinée-Bissau, après la rencontre avec les différents partis politiques, le président Vaz a convoqué un conseil d'État et ce, dans le but de partager son opinion sur le processus électoral dans le pays. Voici le reportage. Report des élections législatives du 18 novembre prochain en Guinée-Bissau. Ces élections doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis l'éviction en août 2015 par le chef de l'État de son premier ministre Domingos Simoes Pereira. Ce report est devenu inévitable en raison notamment du retard pris dans le recensement électoral censé s'achever le 20 octobre et prolongé jusqu'au 20 novembre. Monsieur le Président teve da parte dos conselheiros encorajamento. Le président de la République a reçu des félicitations de la part de ses conseillers pour avoir créé un climat de dialogue entre les forces politiques du pays et le gouvernement. Cela va permettre de déterminer au plus vite le processus de recensement pour finalement choisir une nouvelle date pour les législatives. Et finalement, remarquer les élections dentro du prazo legal. On a discuté, on a abordé les questions liées aux élections, aux préparatifs des élections. Et une date est déjà marquée pour... Pas encore. Ça revient au président de fixer une nouvelle date. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a quitté ce mercredi soir le pays après des consultations sur le report des élections législatives du 18 novembre pour aller discuter à Abuja d'une nouvelle date avec l'organisation régionale de la CEDEAO. Lundi dernier, l'Union de l'opposition congolaise a volé en éclats après que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se soient retirés de l'accord de Genève. Pour tenter de sauver l'unité, l'opposition congolaise se réunit ce jeudi à Bruxelles. Les leaders de l'opposition doivent aussi définir leur stratégie d'action. Reportage. Les opposants congolais Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou se rencontrent ce jeudi à Bruxelles. Cette rencontre des leaders de l'opposition intervient 3 jours
après le retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève sur une candidature commune de l'opposition. Dans un premier temps, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito devraient renouveler leur soutien à Martin Fayulu pour sauver l'Union ou ce qu'il en reste et confirmer que ce dernier reste leur candidat à la présidentielle et qu'ils appelleront leurs électeurs à voter pour lui. Les leaders de l'opposition concèdent qu'il faut élargir cette coalition. Et dans ce cadre, des contacts auraient déjà été pris avec d'autres candidats à la présidentielle. Par ailleurs, ils doivent aussi définir leur stratégie d'action. Comment continuer à mobiliser autour du rejet de la machine à voter et du fichier électoral par exemple, c'est la condition sine qua non d'une élection crédible selon eux, alors que la campagne électorale commence dans 10 jours, le 22 novembre. 21 candidatures avaient été validées par la Cour constitutionnelle pour la succession du président Joseph Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Cette édition se poursuit. En Tunisie, les ministres du nouveau gouvernement du Premier ministre Youssef Chahed ont prêté serment. C'était au cours d'une cérémonie au palais de Carthage en présence du président Béji Caïd Essebsi. Voici les images. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a présidé en présence du chef du gouvernement Youssef Chahed la cérémonie d'assermentation des nouveaux membres du gouvernement au palais de Carthage. Le nouveau gouvernement est composé de 13 nouveaux ministres. Les ministères de souveraineté comme l'Intérieur et les Affaires étrangères ou la Défense sont toutefois inchangés. Ce remaniement pour lequel le président Béji Caïd Essebsi avait dit avoir été informé à la dernière minute a été approuvé à la majorité absolue. En effet, le Parlement tunisien a voté dans la nuit de lundi à mardi la confiance au nouveau gouvernement de Youssef Chahed. Défendant son choix lors de la plénière de lundi consacrée au vote de confiance, Youssef Chahed a indiqué vouloir renforcer l'amélioration des indicateurs de la croissance et de l'investissement, la création d'emplois et limiter le déficit public à 3,9% dans le budget de 2019. Le différend entre les deux têtes de l'exécutif a fait couler beaucoup d'encre à l'approche des législatives et présidentielles de 2019. L'urine, un élément utile pour construire des maisons, cela semble impossible et pourtant en Afrique du Sud, l'urine fait désormais ses preuves dans le domaine de matériaux de construction. Des briques fabriquées à partir d'urine humaine, voilà la dernière trouvaille de chercheurs sud-africains de l'Université du Cap qui travaillent sur des matériaux de construction durables et moins nuisibles pour l'environnement. Reportage. De l'urine humaine pour fabriquer des biobriques, c'est la dernière trouvaille de chercheurs sud-africains de l'Université du Cap travaillant sur des matériaux de construction durables. Une innovation à la fois plus écologique et économique. Pour nous, ce processus est tout à fait étonnant parce que ce que nous avons fait, c'est que nous avons essentiellement cultivé des briques à la température de la pièce. Et les briques conventionnelles ou les briques cuites à l'argile sont fabriquées dans un four à 1400 degrés. Donc elles consomment beaucoup d'énergie et le processus émet aussi beaucoup de CO2. Il y a tout juste un an, cela n'aurait pas été possible. Mais en remettant en question ce qu'est réellement l'urine et en repensant les systèmes, nous avons montré que l'on peut créer des produits vraiment innovants et durables à partir de quelque chose d'aussi simple que l'urine. Truly innovative and sustainable products from something as simple as urine. Une étude de faisabilité avait été lancée l'an dernier grâce à une bourse du Conseil de recherche sur l'eau, un organisme gouvernemental sud-africain en utilisant au départ de l'urine synthétique puis de l'urine humaine. Et si vous vous inquiétez de la forte odeur qui pourrait s'en dégager, rassurez-vous, ça ne sent pas mauvais. La mise en œuvre effective du programme du gouvernement du président béninois Patrice Talon suscite beaucoup d'interrogations au sein de la diaspora béninoise. Les Béninois vivant au Nigeria sont divisés sur le sujet. Si certains y croient, d'autres par contre exhortent le chef de l'État Patrice Talon à ramener la balle à terre pour un réel décollage du pays. Le point avec Abdoulaye Issa. Économiquement, je sais que nous sommes vraiment en arrière. Et
Bon, certains disent que le président a trahi le peuple. Certains disent qu'ils ont fait chose, mais peut-être avec patience, je pense que les choses iront. Vraiment, il faut que M. Patrice Talon fasse table rase avec M. Adjavon. Car on dit quand quelqu'un t'héberge dans la pluie, en saison pluvieuse, en saison chaude, il faut essayer de faire quelque chose. Adjavon n'est pas quelqu'un que normalement Talon doit poursuivre comme un rat. Bon, la politique béninoise aujourd'hui, il y a assez de surprises. On remercie Dieu pour ce qui se passe, qui s'est déjà passé, ce qui se passe aujourd'hui. Tout compte fait, s'il faut parler de la politique au pays, le président a un objectif et nous sommes rassurés qu'il sait ce qu'il fait. Et nous espérons de bons résultats. C'est vrai, les choses ne vont pas comme il le faut. La population souffre, même nous qui sommes à la diaspora ici aujourd'hui, nous sentons les difficultés de nos parents au pays. Hors de l'Afrique, pour finir, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé ce jeudi la tenue d'un sommet le dimanche 25 novembre prochain. Et ce, pour signer le projet d'accord de retrait conclu mercredi soir avec le Royaume-Uni. Voici le compte rendu. L'Union européenne et le Royaume-Uni se sont entendus ce mercredi soir sur un projet d'accord de retrait de près de 600 pages qui doit répondre aux interrogations sur le départ du Royaume-Uni, en particulier sur le dernier point d'achoppement des discussions, à savoir la question de la frontière irlandaise. Ce jeudi, le président du Conseil européen a, lors d'une déclaration à Bruxelles, annoncé la tenue d'un sommet le dimanche 25 novembre pour signer le dit projet. L'accord est en cours d'analyse par tous les États membres. D'ici la fin de la semaine, les ambassadeurs de l'UE 27 se réuniront afin de partager leur évaluation de l'accord. J'espère qu'il n'y aura pas trop de commentaires. J'ai pris bonne note de la déclaration de la Première ministre Theresa May. Bien sûr, je ne partage pas l'enthousiasme de la Première ministre pour le Brexit en tant que tel. Depuis le tout début, nous n'avons eu aucun doute sur le fait que le Brexit est une situation perdant-perdant et que nos négociations ne portent que sur le contrôle des dommages. Parallèlement, la Commission doit continuer de discuter avec le Royaume-Uni de la déclaration politique sur la future relation entre Londres et l'UE qui doit accompagner l'accord de retrait. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur SICA. À demain. Au revoir.